Un zoom dédié à la diplomatie d'un pays dont on parle assez peu, la Suisse. Notre invité a été diplomate pendant 32 ans. Il publie cet ouvrage, Chronique irréférencieuse de la diplomatie suisse chez Bibracte Éditions. Pierre Friedrich, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci de votre invitation. Alors Pierre Friedrich, vous l'évoquez dans votre ouvrage, la diplomatie est un métier très ancien et en perpétuelle transformation, en perpétuelle mutation. Mais quelle est son utilité au juste ? Son utilité, elle est, je crois, primordiale. Elle l'a toujours été, mais c'est un métier qui évolue, comme tous les métiers. Et si il a été très différent dans les siècles passés, c'est que aussi par le passé, c'était de la très grande diplomatie. Je cite dans mon livre Metternich, Talleyrand, des grands diplomates. De nos jours, il est plus discret, force oblige, parce que ceux qui monopolisent le show business de la politique, ce sont souvent, hélas, les chefs d'État, les politiciens, les gens qui ne sont ni chefs d'État ni politiciens. Et les diplomates se cantonnent souvent de nos jours à quelque chose qui reste extrêmement utile, c'est de préparer des négociations, des solutions et d'être plus discret que par le passé. Est-ce que votre métier de diplomate, en tout cas, est-ce que le métier en général de diplomate a évolué, en tout cas a été transformé, par exemple, avec l'avènement de l'OTAN ? Pour la Suisse, très peu, puisque, comme vous le savez, nous ne sommes pas membres de l'OTAN. Mais bien sûr, si vous prenez en considération l'aspect défensif de la diplomatie, oui, les pays de l'OTAN, les États-Unis en pointe, ont été, pendant la guerre froide, le fer de lance de la résistance à l'Union soviétique et ont fait avancer de beaucoup la question de la paix en Europe, la défense des libertés démocratiques et aussi les intérêts des États bien pensés. Alors, au cours de votre carrière, vous avez été amené à de multiples reprises à recruter de nouvelles personnes pour représenter la diplomatie de votre pays. Comment reconnaît-on un bon diplomate ? C'est ce que je me suis efforcé de faire pendant 5 ans, à Berne, à la centrale, à la direction du personnel, où j'étais chargé effectivement du recrutement et de la formation des diplomates. Je crois qu'il n'y a pas de profil idéal ou parfait du diplomate. Le diplomate vient dans son métier par vocation. Ensuite, et doit-il avoir des qualités précises certainement, comme dans tous les métiers. Il doit être souple d'abord. Il doit aussi savoir faire preuve de fermeté, mais il doit avoir une personnalité et un caractère bien trempé, car pour lui, il sera amené à s'adapter perpétuellement, tous les 5 ans, à un cadre totalement nouveau, mais il ne doit pas s'adapter totalement, il doit rester fidèle à la mission qui lui est confiée, la défense des intérêts de son pays. Vous dites qu'il doit apprendre à séparer l'apparence de la réalité. Oui, elle se mélange souvent en diplomatie, puisque, comme on dit parfois, le diplomate est un homme honnête que son pays envoie mentir à l'étranger. On peut mentir, il faut parfois pour les intérêts de son pays, mais il ne faut surtout pas se mentir à soi-même. Donc il faut être souple, adaptable, mais il faut savoir rester sur une ligne bien définie. C'est ça la réalité. Alors Pierre Friedrich, vous avez donc commencé votre carrière en 1972 comme stagiaire à Helsinki en Finlande pour préparer cette conférence, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, et ce donc en pleine guerre froide. Les soviétiques participaient à cette conférence. Quels ont été les échanges que vous avez pu avoir avec eux ? Non seulement les soviétiques participaient, mais ils étaient les malins initiateurs de cette conférence. Et, surprise, c'était déjà un peu la dernière période de l'Empire soviétique, croyant amener des propositions qui consolideraient leur domination de l'Europe de l'Est, qui consolideraient des frontières illégitimes. Ils se sont fait un peu, on peut dire en langage direct, avoir, parce que, tout d'abord, sur la défensive, les Occidentaux ont exigé, la France et la Suisse, toutes deux en tout cas, qu'en échange de cette reconnaissance qu'il était difficile d'éviter, c'était un fait, mais
ont exigé que l'URSS accepte la presse, la culture, les habitudes et certaines libertés de circulation de l'Occident. Et le peu que nous en ayons obtenu s'est révélé au cours des années de plus en plus, et certainement que la graine de la fin de l'Union soviétique a été semée à ce moment-là à Helsinki. Alors je pense que ça pourra intéresser nos téléspectateurs. Vous avez croisé le chef de l'État du RSS, Léonid Brejnev. Est-ce que vous avez une anecdote à nous rapporter à ce sujet? Oui, quant à Brejnev, je ne l'ai vu qu'une fois, parce que les chefs d'État, surtout lui, ne sont venus qu'une fois à la conclusion de la conférence. J'ai surtout connu des diplomates soviétiques. Et comme vous le savez, tous les diplomates soviétiques, ou presque, étaient des gens du KGB. Des gens, entre parenthèses, très intelligents, très professionnels, d'une grande qualité de négociation. Brejnev, je l'ai rencontré à la fin de la conférence, et comme les délégations se connaissaient très bien, nous circulions dans les couloirs, et à un moment donné, notre chef de délégation a présenté sa délégation à Brejnev, et comme nous étions dans un ordre un peu dispersé en rang, j'ai été le premier salué par Brejnev, qui m'a dit de manière très comique « Bonjour, Monsieur le Président ». J'étais très flatté, je dois dire. Alors, après Helsinki, vous êtes muté à Madrid, on est en 1974, donc soit juste avant la mort de Franco. Comment se sont déroulées sa fin de règne et l'avènement de la démocratie avec l'intronisation de Juan Carlos? C'était effectivement la fin de règne de Franco. Je ferai remonter sa fin de règne à 10 ans auparavant. Et pourquoi? Ce qu'était l'Espagne, déjà en 1936, quand il a commencé sa reconquête, et dans les années 50 et 60, a été diamétralement changé par Franco. Franco, on peut le dire sans exagération, a guéri les Espagnols de la politique politicienne. Pas pour toujours. De la politique partisane. Partisane, oui, et partisane passionnée. Dans les années 50-60, il a su faire entrer l'Espagne, économiquement surtout, dans une ère moderne. Il a industrialisé l'Espagne et a fait baisser les passions. Celles-ci sont un peu revenues par la suite, mais c'était déjà une autre époque. Franco a ce grand mérite d'être le fondateur de l'Espagne du XXe et XXIe siècle. Vous dites, Franco a été vers la fin de son règne, vers la fin de l'exercice de son pouvoir, de plus en plus libéral. Oui, c'était un dictateur. C'est parfois nécessaire, les dictateurs. Il était plus libéral parce que la presse était très libre. On pouvait critiquer Franco. La vie était plus libre que dans bien des autres pays dits démocratiques. Ce qui était moins libre, c'était l'opposition active, partisane. Et ce qui ne l'était pas du tout, mais avec raison, c'était le terrorisme basque. Et il a, à mon avis, très bien géré cette fin de règne. Ensuite, il y a eu une transition encore mieux gérée. L'Espagne a beaucoup de mérite, en partie dû à Franco. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, Franco était un dictateur, mais il a quand même eu le goût de rétablir la démocratie en Espagne, de mettre sur le trône Juan Carlos, le roi d'Espagne. Quels ont été ses premiers mois de règne? Juan Carlos était une création de Franco, éduqué en Suisse en partie, puis en Espagne, dans l'armée espagnole à raison des 3 armes. Mais vous expliquez que Franco mettait autour de lui des gens un peu à lui qui étaient là pour... Bien sûr, il gouvernait par ses idées personnelles. C'était un grand nationaliste et un patriote. Oui. Il a formé Juan Carlos en sachant que l'Espagne devait redevenir une monarchie démocratique. Alors en 82, vous passez ensuite 6 mois à New York pour participer en tant que diplomate suisse toujours à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Pourquoi dites-vous que vous vous méfiez de cette diplomatie onusienne? Parce qu'au fond, ça n'est pas de la diplomatie. C'est du parlementarisme tel qu'on le connaissait chez nous au XIXe siècle, mais beaucoup plus grave à l'échelle mondiale. Ce sont des palabres infinies qui n'accouchent que très rarement d'une décision, puisque toutes les décisions importantes sont prises par le Conseil de sécurité lorsque le veto n'est pas mis en avant. L'ONU était, à mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste de l'ONU,
mais j'ai vu pendant 30 ans quand même ce qu'il faisait. Un organisme à fonctionnaires bureaucratiques pléthoriques et qui ne produit pas grand-chose en politique internationale. Oui, vous dites que tout l'argent qui arrive à l'ONU pour rémunérer les fonctionnaires, en fait, tout cet argent ne se retrouve jamais sur les pays concernés par les problèmes. Oui, tout l'argent, c'est pas mal d'argent, c'est l'argent des pays occidentaux surtout, et jamais de l'URSS à ce moment-là. Mais si l'ONU se trouve assez riche pour dépenser à U et à Dia, c'est que au fond, elle doit entretenir un appareil absolument immense, largement improductif. Alors Pierre Friedrich, vous êtes ensuite transféré à Hanoï, au Vietnam, et en arrivant, vous êtes immédiatement séduit par le pays qui sort de la guerre, enfin pas tout à fait, qui, voilà, quelques années après la fin du conflit avec les États-Unis. Expliquez-nous le charme du pays d'Hanoï, du Vietnam. La première fois que j'ai pris un poste au Vietnam, à Hanoï, c'était en 80 donc. Et il est vrai que les Français le savent mieux que tout autre, que Hanoï est un pays, et Saigon aussi, absolument séduisant. Les Vietnamiens sont parmi les Asiatiques les plus amicaux et les plus intelligents que j'ai rencontrés. Astucieux, durs à la tâche, très, très réalistes, parce que travailleurs, et sachant partir de 1980, quand Hanoï était un désert presque, devenir maintenant une Corée presque. Ce sont des gens qui ont un grand mérite dans le développement subséquent à la guerre de leur beau pays. Est-ce que vous faites un lien entre le lien qu'entretenait la France avec ce pays et justement l'intelligence de ses habitants? Est-ce que... Sur l'intelligence, je ne sais pas, ça serait un jugement prétentieux, mais ce qui est certain, c'est que la France est beaucoup aimée et a laissé un très très bon souvenir en Indochine. Alors moi, ça m'a beaucoup passionné dans votre ouvrage. Vous passez 5 ans à Cuba et à cette occasion, vous rencontrez Fidel Castro, le chef d'État, à une vingtaine de reprises. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rencontres? Quel homme était-il? Oui, j'ai rencontré très souvent Castro sans, je tiens à le souligner, sans avoir des discussions approfondies avec lui. Castro était largement inabordable, moins pour les diplomates que pour son pays. Mais je retiens de lui que c'était un très grand chef, un homme intelligent, qui connaissait à fond les États-Unis, qui gouvernait bien politiquement, très mal hélas, économiquement, mais il n'en avait pas les moyens. Et d'ailleurs, vous dites que c'est grâce à son intelligence, justement, qu'il a réussi à durer dans le temps. Certainement, certainement. C'est un dictateur aussi, et d'une autre trempe que Franco, dans la pratique, si j'ose dire. Mais c'était un grand connaisseur des États-Unis, et il a très bien mené sa barque pendant qu'il était là. Un détail qui fera sourire, c'est que la France a eu des bonnes relations, parce que la France avait une touche de libéralisme international qui touchait Castro, et il aimait beaucoup Madame Mitterrand. Oui, et Ségolène Royal aussi, vous en parlez, c'était à plusieurs reprises rendu auprès de Fidel Castro. Vous en parlez, les relations avec les États-Unis, vous dites l'antagonisme reste entier. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, la réconciliation entre ces deux pays? Entier, j'ai été peut-être un peu loin si je l'ai dit. Il y a une animosité, mais Cuba n'a plus aucune importance pour les États-Unis, parce que stratégiquement tout a changé. Elle n'est plus soutenue par l'Union soviétique. Exactement, ça n'est plus une place forte soviétique. Et puis, surtout, les États-Unis ont peur qu'en cas de trouble, se déversent des millions d'immigrés cubains sur la Floride, où une diaspora cubaine est très active et très bien installée. Alors, on va terminer votre parcours diplomatique par le Luxembourg. Voilà, vous avez rencontré donc à l'époque celui qui était le Premier ministre, Jean-Claude Juncker, et vous saluez son intelligence, sa répartie à protéger les intérêts de son pays, les intérêts financiers et bancaires. Mais ne voyez-vous pas un petit peu un paradoxe dans le fait que l'Union européenne se soit dotée d'un président qui ait gouverné un pays qu'on peut appeler un paradis fiscal? Oui, c'est un paradoxe.
Si je lance L'Union européenne donne tout le temps des leçons un peu de morale comme ça sur ses valeurs, les valeurs européennes. On ne sait pas très bien Oui. lesquelles elles sont, mais voilà, quel est ce Quand j'étais à Luxembourg, M. Juncker était simplement Premier ministre. Et les fleurs que je lui lance, c'est à ce titre-là, parce qu'il a su, étant à l'intérieur et non à l'extérieur, comme la Suisse, de l'Union européenne, créer une place forte financière au sein de l'Europe, en ne respectant guère ce qu'on appelait à ce moment-là le paradis fiscal, le secret bancaire et tout ce qui s'ensuit, et en se jouant merveilleusement de toutes les règles qui étaient alors en voie d'établissement et que presque seule la Suisse appliquait, hélas. Mais justement, ce paradis fiscal, enfin, les pays qui pensent pouvoir en bénéficier, est-ce que vous ne pensez pas que justement l'existence de ces paradis fiscaux, les premières victimes, ce sont les petits contributeurs, les petits contribuables qui, justement, par cette évasion fiscale, sont en contrepartie encore plus ponctionnés par leur État? Oui, je rejette le terme de paradis fiscal. Mais bien sûr, l'évasion fiscale existe. Elle existe partout, intensivement. Ou même l'optimisation fiscale, qui est légale. Alors, qui est légale, oui, c'est une autre question. Ouais. Mais quant à l'évasion pure, c'est-à-dire une déclaration d'impôt où on ne déclare pas tout son argent, elle existe dans absolument tous les pays, même la Suisse, où c'est pas nécessaire de le faire, elle existe, c'est tout. Et bien sûr que l'argent va dans les pays qui sont très solides politiquement et financièrement. C'est le cas du Luxembourg et subsidiairement de la Suisse. C'est un flux naturel. La démocratie financière existe aussi. Les revenus du travailleur et même des riches doivent être protégés. C'est une des ressources de la richesse financière. Alors, on en arrive à une difficulté que vous avez rencontrée, Pierre Friedrich, dans votre vie. En juillet 2002, vous êtes appelé par le chef de votre département qui vous fait venir dans son bureau à Berne. À la sortie de son bureau, vous êtes arrêté par plusieurs policiers qui vous emmènent au département de justice et police pour y être entendu par un procureur. Vous êtes alors soupçonné de blanchiment d'argent et emmené à la prison régionale de Berne. Sur quoi reposent ces soupçons de blanchiment d'argent ? C'est tout à fait juste et je l'explique amplement dans mon livre. Un chef qui m'a convoqué et qui m'a trahi, il faut le dire, mais c'est anecdotique. Effectivement, on a soupçonné que l'argent que je gérais, d'abord le mien, et ensuite ceux d'amis qui avaient investi dans ce que je gérais, était de l'évasion fiscale, en particulier d'un ami espagnol. C'était faux. Mais, bien sûr, il est vrai que j'ai très bien réussi ma gestion financière et cela crée de la jalousie et de l'envie. J'ai été attaqué sur la base de cette jalousie et de cette envie. Il est vrai qu'on peut mettre en doute qu'on puisse ainsi gérer sa gestion financière, ses finances et celles de ses amis, tout en étant diplomate. C'est permis, mais c'est légal. Et j'ai été en partie anéanti. Oui, alors comment justement vous vivez cette épreuve en tant qu'homme ? Alors en tant qu'homme, comme j'ai bonne conscience de tout ce que j'ai fait et que des milliers de banques le faisaient plusieurs fois par jour avec le monde entier, je n'ai aucun scrupule à dire que je le faisais. Je gérais des sommes absolument minimes comparées à celles des banques, mais bien sûr agréables pour un individu. Et je n'ai aucun remords là-dessus. Pierre Friedrich, cette procédure judiciaire va déboucher en juin 2005 sur une condamnation en appel à 3 ans et demi d'incarcération, donc pour blanchiment par métier. Comment est-ce que vous allez vivre cette privation de liberté ? Eh bien, la privation de liberté en elle-même n'est jamais agréable. Pour moi, qui avait fait déjà 40 ans d'étranger dans toutes les conditions, le seul souci, c'était une certaine restriction à ma liberté de circulation et la séparation d'avec ma femme. Pour le reste, et je ne voudrais pas étonner à mauvais escient ceux qui m'écoutent, mais la prison en Suisse est très agréable. C'était un hôtel tout à fait confortable et surtout, au plan humain, une expérience, je dois dire, merveilleuse parce que être avec à peu près 150 délinquants
la plupart étrangers, des gens souvent très critiqués dans nos pays. J'ai découvert des personnalités très riches, on peut dire, humainement. J'ai pu les aider beaucoup parce que j'étais évidemment un des seuls qui savaient lire, écrire et quelques autres choses. Vous les avez aidés, par exemple, à accomplir des tâches administratives, voilà, à écrire, à demander des congés, des faveurs, à écrire à leurs amis. Et il est absolument comique de voir que écrire des lettres d'amour pour quelqu'un d'autre, c'est très productif et tout le monde était très content. C'est transformé en Cyrano de Bergerac. Voilà. Mais je dois dire aussi que la direction de la prison, les gardiens, étaient des gens très bien. C'est vraiment un milieu humainement très valable. Comment vous êtes-vous remis de cette épreuve? Sans autre. Vous avez au final été enfermé 1 an et 3 mois avec les remises de peine, donc sur les 3 ans et demi de condamnation. Exactement. Oui. Moi, je n'en retire aucune séquelle. Et si ça n'était ce petit manque de liberté et la séparation d'avec son entourage proche, c'était presque un plaisir. En quoi consiste aujourd'hui votre vie? Vous êtes diplomate à la retraite, vous vous occupez de votre famille? J'ai toujours eu énormément à faire. Je suis bibliophile, je suis collectionneur. J'ai eu, après ma retraite, un magasin d'antiquités. J'ai une femme aimante. J'ai des fils merveilleux. J'ai tout ce qu'il faut. Pierre Friedrich, je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Chronique irrévérencieuse de la diplomatie suisse, c'est chez Bibracte Éditions. Merci Pierre Friedrich. Je vous remercie.